Bienvenue dans cette émission Vesica Piscis, enregistrée pour Radio Grésivaudan avec Simon Lambersin, historien. Nous allons parler aujourd'hui de la loge P2. Nous sommes à la Vina, à Grenoble. Pourquoi parler de la loge P2, de l'assassinat de Pier Paolo Pasolini, d'Aldo Moro et de bien d'autres? Eh bien, c'est pour comprendre le présent à partir du passé récent, mais d'un passé récent qui s'inscrit dans une longue histoire d'oppression et de division des peuples. Simon, bonjour. Bonjour François-Marie. Alors, je suis très content de t'avoir là. J'ai vu pendant c'était le mois dernier, un film qui s'appelle La Macchinazione, l'affaire Pasolini en français, et qui parlait de l'assassinat de Pasolini. Et aussitôt, j'ai eu envie, connaissant ton intérêt pour la vie et l'œuvre de Pasolini, de proposer une émission sur ça. Rappelle-nous tout de suite comment s'est déroulé, où, quand, comment, et puis le pourquoi on va le voir, l'assassinat de Pier Paolo Pasolini. Alors, Pasolini a été retrouvé mort à la base d'hydravion, l'hydrobase d'Ostie, donc pas très loin de Rome, quoi. Et donc il a été retrouvé à 6h30 du matin par deux personnes, en fait. Le 2 novembre 1975, et les médecins ont considéré qu'il était mort entre 22h30 et minuit, donc de la nuit précédente, donc du 1er au 2 novembre. Pourquoi s'était-il retrouvé? Le corps avait été retrouvé ensanglanté, baigné dans une mare de sang, tuméfié. On a considéré qu'on était passé en voiture sur son corps, après l'avoir assassiné. Donc l'assassinat ne faisait pas de doute, mais quel était l'auteur ou quels étaient les auteurs? C'est ça qui va être la base de la controverse et qui n'est pas de manière judiciaire résolue aujourd'hui encore. Donc c'est ça qui alimente depuis bientôt 45 ans la chronique. Voilà. Donc Pasolini, effectivement, c'était le poète, cinéaste, romancier italien un des plus importants de l'après-guerre, quoi. Et c'est pour ça que je pense que ça va avoir un intérêt de tout à l'heure, on va repartir aussi de l'Italie après le fascisme, quoi, parce que toutes les générations de gens dont on va parler dans les années 70 parfois sont nés sous le fascisme, ou un peu avant, en tout cas ont été éduqués, ont vécu leur enfance sous Mussolini. Alors, les circonstances de la mort. On va parler des circonstances de la mort, telles qu'on peut le reconstituer, tel que tu as parlé de Davide Grieco, qui est donc un ami de Pasolini, jeune, à l'époque, il avait 24 ans, en 1975, qui connaissait très bien Pasolini, qui a fait des journalistes à l'Unità, donc le journal communiste, à l'époque, et qui a fait un film donc en 2016, parce qu'il était insatisfait du film de Ferrara, d'Abel Ferrara. Voilà. Et donc il a fait lui-même son propre film pour essayer de donner des indices, en tout cas de la réalité, un film de fiction, donc il ne peut pas avoir la même vertu qu'un film documentaire. Et donc il montre bien que c'est probablement un maître chanteur qui a attiré Pasolini la nuit, parce que, en pensant que Pasolini on lui avait dérobé l'été 75 des bobines de son film, le dernier film qu'il a pu réaliser, qui s'appelle Salaud, ou les 120 jours de Sodome. Et donc ce film-là, il manquait quelques bobines, il avait pu faire un montage, mais il aimait quand même, bien aimé avoir ces bobines manquantes. Déjà en septembre de la même année 75, quelqu'un s'était approché d'un ami de Pasolini, qui s'appelle Sergio Scitti, pour lui dire « Ah, j'ai ces bobines, venez les récupérer, moyennant argent ». Et donc, l'histoire s'est accélérée visiblement le 1er novembre. Et alors qu'il dînait avec son ancien amant, Netto Davoli, un de ses acteurs aussi fétiches de son cinéma, vers 21h, il reçoit visiblement un appel où il part précipitamment d'un repas. Et donc il va aller dans un restaurant, il va être vu dans un restaurant vers 23h, 23h30, très peu de temps avant la mort alléguée tel que le médecin légiste, le médecin en tout cas a pu le constater, dans le restaurant qui s'appelle Biondo Tevere,
Voilà. Et là, l'histoire entre dans le flou et dans la controverse. On ne sait pas, parce que un jeune, je termine les circonstances, voilà, juste, un jeune qu'on va appeler Pino la Grenouille, juste Pino Pelozzi, un jeune Romain de 17 ans, va être retrouvé avec la voiture Alfa GT Romeo de Pasolini la nuit. Et il va être mis en prison, des mineurs pour un vol. En fait, ce vol de voiture. Donc les carabiniers vont l'arrêter vers Ostie, vers la base d'hydravion, et vont le mettre en prison. Et ensuite, le corps de Pasolini est découvert à 6h30, et à 10h, on le met sur le dos, non seulement un vol, mais le meurtre. Et il va dire que oui, il est tout seul, il va donner une version des faits, que, en fait, le simple bon sens et le faisceau de témoignages contradictoires normalement, on aurait dû invalider, mais son procès a eu lieu en janvier 1976, et là, considéré comme seul voilà, et donc prisonnier. Le témoignage qu'il donne, ce jeune prostitué roumain, c'est que Pasolini a voulu en fait le forcer, a voulu donc avoir un rapport sexuel avec lui, alors qu'il est avéré que ce jour-là, en tout cas, peut-être auparavant il y en a eu, mais ce soir-là, visiblement il n'a pas eu de rapport sexuel avec lui, et qu'il ne connaissait pas, alors que en fait, ce qui était faux, parce qu'il le connaissait depuis au moins 4 mois, selon le Grieco, le promoteur du film L'affaire Pasolini, qui le connaissait avant. Et en fait, ce jeune Pelozzi faisait partie d'une bande qui était sous la coupe de proxénètes et de mafia, ce qu'on appelle une bande romaine, ça s'appelle la bande de la Maliana. Et lui-même, en 2005, seulement 30 ans après, une fois que ses parents étaient morts, il n'a plus de famille à qui on pouvait faire pression dessus, et lui-même avait été relâché, puisqu'il est mineur, il a fait seulement 9 ans de prison, parce qu'il n'était pas majeur, il avait 17 ans. Et donc, 30 ans seulement après, il a commencé à dire non, j'étais pas tout seul. En fait, il y a eu plusieurs personnes. La bande de la Maliane, elle était connue pour régner sur Rome et s'être rendue coupable de plusieurs assassinats politiques. Hein. Enfin, voilà. Et puis il passait relativement en prison. Pelozzi avait lui-même fait déjà plusieurs fois la prison pour des faits mineurs. Donc voilà, on donne au monde entier, même si dès le départ c'est remis en question, l'idée que Pasolini a été assassiné par quelqu'un qui se défendait pour une agression sexuelle. Et ou alors pour l'argent, mais des tas de choses prouvent que c'est pas... Voilà, que c'est... En tout cas pour ce soir-là, ce n'est pas le... Voilà, c'est totalement le contraire à tout un faisceau de faits. Et surtout, et c'est là parce que quelle que soit l'idée qu'on ait de Pasolini, l'idée c'est de comprendre la raison véritable de son assassinat, c'est-à-dire ce qu'il était sur le point de dénoncer, qu'il avait déjà commencé à laisser sous-entendre, c'est-à-dire qu'il connaissait les noms et les faits d'une organisation italienne connue par la suite sous le nom de Loge P2, à l'époque on ne connaissait pas le nom, mais voilà, on va savoir. Qui connaissait l'Italie, qui tenait l'Italie, qui possédait les gens les plus puissants d'Italie dans le domaine de l'industrie, de la finance, de la religion. Il y avait la mafia, il y avait la CIA, il y avait l'extrême droite, il y avait la presse, et tout ça a été dénoncé, on va le voir, au début des années 80 dans un procès retentissant qui a ébranlé l'Italie, qui a mené à suicide, au démantèlement des chefs des services secrets italiens, à des démissions, donc ça a été vraiment un scandale énorme, et on pourrait dire, bon, il n'y a que dans les pays démocratiques qu'il y a des scandales, hein, mais en tout cas, ça a été vraiment un coup de tonnerre. Mais les ramifications nous permettent aussi de comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec un régime toujours plus libéral et autoritaire en France et dans le reste du monde. Oui. Ok, alors, je vais, comme prévu, je vais lire un premier passage. Là, alors c'est un livre qu'on a réussi à retrouver sur le net. Hein. On le trouve assez facilement. Voilà, mais en italien par contre. En italien, oui, en français. Voilà. Il n'est pas traduit en français, donc on l'a lu pour vous. Il y a 99% qui est de la politique interne à l'Italie. Le livre s'appelle Questo e Cefis. On va parler de ce personnage, de quelqu'un sous le pseudonyme de Giorgio Steinmetz. Qui a écrit le livre sur Cefis. Voilà. Et l'autre face de l'honorable président. Et voilà comment
commence cet ouvrage, je traduis de l'italien. 1972 le texte. Oui, 1972, voilà. Donc, en fait, il a été publié à puntate, comme on dit en italien, c'est-à-dire par épisode. On a fait tout. Les deux puissances occultes du puits d'or noir, par Giorgio Steinmetz. En 1972, arrive en librairie Ceci est Cefis, l'autre face de l'honorable président de Giorgio Steinmetz, une quasi-biographie non autorisée du président de l'ENI. L'ENI, c'est Ente Nazionale Industria, c'est-à-dire le grand patron de l'industrie italienne et du pétrole en particulier, publiée par l'agence Agenzia Milano Informazioni, agence Milan Information, de Guglielmo Ragozzino, dont Steinmetz est l'alter ego. C'est le pseudonyme. L'agence, là il faut suivre, mais vous pourrez réécouter, l'agence Milan Information est financée par Graziano Versotto, homme de Enrico Mattei et ex-président de l'Ora de Palerme, un journal. Et cet homme, donc Graziano Versotto, a été enlevé et assassiné par la mafia en 1970. Ainsi qu'il était arrivé à Mattei 7 ans avant, l'ancien président de l'ENI, le grand patron du pétrole italien, ainsi qu'il arrivera à Pierpaolo Pasolini 5 années après. Ceci est Cefis, ou voilà Cefis, questo è Cefis, vit uniquement quelques mois et puis disparaît. Donc le livre disparaît. Des deux sièges de la bibliothèque centrale disparaissent même les copies qui doivent nécessairement y être. Les copies de référence disparaissent aussi. On en trouve encore trace dans le registre de la bibliothèque florentine, mais le livre n'est plus là. Et on comprend, Steinmetz raconte l'aventure sans scrupule d'un des timoniers du public privé, le mélange de pouvoir entre État et puissances occultes. Pierpaolo Pasolini était en train de travailler sur les mêmes thèmes, et peut-être, c'est le cas de Versotto, était en train d'utiliser les mêmes sources. Cette année-là, 1975, il commence à écrire Petrolio, pétrole en français, le grand roman inachevé sur le pouvoir. Einaudi le publiera posthume en 1992, 17 ans après sa mort. Un roman dont la critique sur lequel la critique a mis l'emphase concernant l'aspect homosexuel, la double vie d'un ingénieur de la pétrochimie, alors que la vraie substance de pétrole est, ouvrez les guillemets, le rapport terrible entre économie et politique, les bombes fascistes et d'État, la structure secrète des sociétés bouillonnantes, pour reprendre l'expression de Pasolini, brulicanti, comme leur nom dans des acronymes moqueurs. C'était une citation de Gianni Del, il y a le pétrole des stragi, page 22, à partir de Giorgio Cefis, qui dans le livre est Troia. Alors, il est appelé Troia. Aldo Troia dans Pétrole. Voilà. C'est Gino Cefis, donc celui qui a profité de la mort de Mattei pour lui succéder, prendre sa place. En Mattei mort dans un accident d'avion. Des gens ont mis voilà. une bombe sur le siège et ça explose. Il explose. Parce qu'il voulait des rapports privilégiés entre l'Italie et l'Iran, ce que ne voulait pas... Voilà, alors donc d'autres puissances, les fameuses puissances pétrolières, les Seven Sisters. Sept sœurs. Voilà, alors, mais justement, les sept sœurs, quelque part, ça s'était un peu tassé, avec la France aussi. Et donc apparemment, c'est vraiment Cefis qui voulait la mort de Mattei et qui voulait garder le pactole pour lui. Voilà. C'est probable. Et ensuite, Cefis lui-même a laissé la place je crois, Raphaël Girotti, à d'autres sous-fifres, si j'ose dire, sans un jeu de mots. Ensuite, dans les années 70, au moment où ce livre apparaît. Voilà. Alors, dans le livre, on l'appelle Troia, T-R-O-Y-A. Alors, Troia, en fait, c'est Troie, comme un cheval de Troie, mais c'est aussi la Troie en italien, c'est la truie, au sens propre comme figuré. Donc, Petrolio est le prophétique et inachevé roman vérité sur l'Italie du double boom, développement et bombe. Le boom économique et le boom des bombes. Bombe stragiste, et alors stragiste, ça veut dire bombe de massacre de ceux qui avaient la stratégie des massacres, comme la stratégie du choc en Amérique du Sud avec le plan Condor. Et pidouiste, et alors ça veut dire de ceux qui faisaient partie de la loge maçonnique P2. Le même État dans l'État qui a éliminé de leur route Mattei, De Mauro et le même Pasolini. De Mauro, c'était
Alors c'est un journaliste justement qui enquêtait pour Francesco Rossi, le réalisateur du cinéma. On est encore aussi dans le cinéma pour préparer son film L'affaire Mattei. Et donc Mauro De Mauro est retrouvé en 1970 aussi supprimé. Et donc un des principales sources de Rossi disparaît opportunément. Alors Rossi va réussir à terminer son film qui va même avoir la Palme d'Or, mais ça suivait une sorte de fameux cinéma politique, cinéma dossier, on appelait ça. Et voilà, mais il disparaît au moment même où, en plein milieu de cette période qu'on appelle les périodes de la stratégie d'attention, ou les années de plomb, pardon, de manière un peu... Non, on disait à la fois stratégie de la tension, comme stratégie du choc, et les années de plomb. Voilà, c'est les deux expressions pour désigner la période qui nous concerne, 69-81. Tout à fait. Au cours de l'enquête sur l'homicide de Mattei, le substitut procurateur Vincenzo Caglia est le premier à saisir les analogies et les symétries entre Questo et Cefis et Petrolio. Voilà. Et il a le mérite d'avoir relié entre les fils de cette bobine très entremêlée. Le 27 mars 2009, l'avocat Stefano Maccioni et la criminologue Simona Ruffini ont déposé à Rome, disons, auprès du procurateur de Rome, une instance de réouverture des enquêtes sur la mort de Pasolini, 40 années après, 40 années de vérité niée. Voilà. Donc c'est un gros dossier, en tout cas c'est quelque chose de complètement explosif parce que ça montre que véritablement il y avait cette volonté de la loge P2 de remplacer, c'était le thème de la loge P2, de remplacer toutes les institutions démocratiques italiennes, en tout cas de la République italienne, par des institutions privées, dans une stratégie d'ultralibéralisme et avec un gouvernement d'extrême droite, donc totalement semblable à ce qui se passait avec le plan Condor en Amérique du Sud en fait. Alors, est-ce qu'on peut parler de faire un retour en arrière historique? Licio Gelli, ah oui, alors d'abord, oui, écoute, oui, un retour en arrière effectivement à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire. Donc en 1943, le roi Victor Emmanuel III dépose avec l'aide du Grand Conseil fasciste Mussolini pour préparer le retour d'alliance et cesser l'alliance avec les nazis pour passer à l'alliance avec les Américains, en gros. Et donc préfère mettre en place le maréchal Badoglio. Et Mussolini est arrêté, libéré par les nazis, qui lui confient une république fantoche dans le nord de l'Italie, la fameuse république de Salo, qui va être l'objet en partie S-A-L-O au accent, hein, c'est dingue hein, quand même. Mais Pasolini va faire son dernier film sur ça, enfin c'est une évocation de Salo, et puis il dit ça va bien aussi en français, parce que le film original, une partie du film original, doublé par Jean-Claude Biette, est également en français, donc c'est en fait un film plus francophone, plus français qu'on le croit, le Salo de Pasolini. Et voilà, et en tout cas Mussolini devient la République sociale italienne, et bien sûr il est pendu par les pieds. Bon, cette République fantoche fasciste s'effondre dans l'effondrement à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les Italiens, donc la démocratie chrétienne entre au pouvoir, et les Italiens choisissent majoritairement en 1946 la République, d'où la naissance de la République italienne, plutôt que de poursuivre la monarchie totalement discréditée pour avoir cette compromise avec le moment du fascisme. Ceci dit, je t'interromps quelques secondes. On précise bien que les structures qu'on va retrouver en 1946, elles-mêmes se sont mises en place à partir de 1943 dans la reconquête du pays et l'arrivée des Américains. Hein. Voilà, on va parler tout à l'heure de Licio Gelli, c'est des personnages qu'on va tout à l'heure, qui est déjà jeune à l'époque, mais qui est... voilà. Mais voilà, on reprend donc en 1946. Donc en 1946 se met en place, donc, cette fois, une république avec un long règne jusqu'en 1953 des démocrates chrétiens, un des pères de l'Europe, Alcide de Gasperi, et une élimination de ce qui était jusque-là des communistes et des socialistes marxistes, en gros. Donc du Parti communiste avec Togliatti, qui était ministre de la Justice pendant longtemps, donc il avait un rôle relativement régalien, si j'ose dire, au sein du gouvernement, et les socialistes de Pietro Nenni, qui étaient marxistes et considérés comme trop proches des communistes. Voilà. Et eux sont éliminés de la même manière qu'en France, en Belgique, les ministres communistes sont
on leur incite à Il faut démissionner. dire qu'ils n'étaient pas toujours très critiques par rapport à Staline. Et on Ah non, mais peut c'est la le période pire, staliniste à de l'époque. leur part. Voilà, Ouais. donc voilà, on n'est pas des crypto-staliniens. Non, mais on explique, ça, Voilà. ça même, tout le monde se... Voilà. Et à l'époque, donc, on finance, donc ça se met en place, effectivement, ce qui va être les réseaux, qu'on appelle les réseaux Stay Behind, une armée montée grâce au financement de la CIA À qui a l'époque, préparé c'était l'OTAN. peut-être L'OSS qui se dévoue au même moment en 47, devenu en 47 CIA, et qui permet, en fait, en cas de menace communiste, d'avoir une sorte d'armée de réserve, si j'ose dire, en plus, qui puisse rétablir l'ordre occidental. Mais ils ne font pas que du stay behind, ils ne restent pas totalement dormants. Ils ne restent pas dormants. Ils sont très actifs, ils se préparent, ils s'entraînent, il y a des caches d'armes, ils ont des réseaux, donc dans toute la partie de l'Europe occidentale, et puis donc ils sont bien sûr en contact avec d'autres services. Bon. Et donc en fait, toute cette pendant la République italienne, il y a la phase effectivement des années 50 début des années 50 de reconstruction d'Italie, ensuite avec le fameux plan Marshall, et puis ensuite de ce qui va être le développement. Parce que Pasolini va beaucoup critiquer quand il s'en prend au développement qui va changer, va faire une mutation anthropologique de l'italien lui-même, qui va être amené à être dans une consommation, mais une consommation dirigée vers la grande industrie, les grandes structures de... qui fait perdre leur culture au peuple. Voilà, c'est sa grande critique, sa grande analyse, s'appelait aussi dans un article de 75 où il s'en prend à Giulio Andreotti, qui est responsable de la démocratie chrétienne. Ça le vise directement, il dit qu'il y a la disparition des lucioles. Avant on voyait des lucioles dans l'eau, et maintenant on n'en voit plus, quoi. Donc l'espoir quelque part est terni. Ok, c'est une belle allégorie. C'est une forme d'allégorie. Et son côté poète fait qu'il transpose ces allégorènes au niveau politique. Voilà. C'est ça qui est, je trouve, intéressant chez lui. Poète, journaliste également, et donc intellectuel, intervenant en politique, et pas dans des journaux marxistes ou crypto-marxistes. Il intervient, alors qu'il s'est toujours communiste à la Corriere della Sera. Le frère de Pasolini avait été tué dans une escarmouche à la frontière yougoslave. Voilà. Donc il avait quelque chose aussi contre les communistes. Hein. C'est-à-dire qu'il était, avec et contre les idéologies. C'est un personnage contradictoire, c'est ça qui est intéressant. Non, mais avec dans le sens de volonté de justice, mais contre toute forme d'idéologie et de tromperie organisée. Probablement. C'était quelqu'un qui supportait pas l'injustice ni le mensonge. Pasolini, je pense qu'on peut dire ça. C'était quelqu'un qui était un écorché vif. Il était fasciné par l'engagement de son frère, Guido, son jeune frère, plus jeune que lui, 3 ans de moins que lui, et donc lui probablement il n'aurait pas porté les armes dans une brigade de partisans qui étaient sur la frontière slovène. Des communistes yougoslaves se disent mais c'est quoi ces Italiens qui veulent nous piquer un bout de truc. Ils tuent le 12 février 1945 Guido Pasolini, et donc Pasolini va marquer jusqu'à sa mort en fait par la figure de son frère perdu. Voilà. Il va adhérer au parti communiste plus tard. Voilà. Parce qu'il est secrétaire de section même, donc il a un rôle un peu important dans le Frioul, donc c'est le nord-est de l'Italie, très catholique, la partie vraiment de l'Italie assez traditionnelle quand même. Et à la fois un prêtre démocrate chrétien et l'appareil du parti communiste local vont instrumentaliser une affaire de mœurs pour le faire, et du coup il se fait exclure de son poste d'enseignant, jeune enseignant, et du parti communiste, et donc il va venir à Rome. Et donc tout ce qu'il va connaître, tout ce qui va... le milieu des borgates, des banlieues ouvrières de Rome, il le connaît à peu près seulement à ce moment-là, à partir des années 50. Voilà, ce qu'on appelle le sous-prolétariat. Sous-prolétariat, dans lequel il va être fasciné, il va voir un début de tiers-monde, puis quand il sera déçu par la transformation anthropologique, il va chercher dans le vrai tiers-monde africain, dans l'Inde, peut-être de quoi continuer sa mythologie. Ouais. Ok, alors donc on arrive vraiment à 1969, là, au moment où la loge P2 voit le jour. Alors, il y a cette organisation démocratie chrétienne, CIA, avec l'utilisation de la mafia pour combattre le communisme, parce que le communisme est important à l'époque. Même si des ministres, même si des gens ont été exclus, en Italie, il s'est passé quelque chose avec Berlinguer aussi. Voilà, alors en 72, on revient sur cette date aussi importante, Enrico Berlinguer devient le secrétaire général pour 12 ans jusqu'à sa mort du Parti communiste. Il en fait la force électorale en tout cas, même jusqu'aux années 80, 84, même juste à sa mort, le PC fait encore 34% des voix, donc c'est important, il est presque 3 fois plus important que le PC français.
en Italie, donc Alors, s'imagine pas. parce Et lui, que il fait le compromis c'est- historique. Voilà, parce que Berlinguer, c'est le fondateur de l'eurocommunisme. Alors, il veut rompre les liens avec Moscou, en Mhm. gros, avec l'Est, hein, avec le Cominform et ça, le bureau des partis communistes de l'Est, et donc faire une alliance avec les partis communistes d'Espagne, Santiago Carrillo, et essayer de faire également avec la France, alors avec Marshall. Donc la France, ça dure un an, 2 ans, des pas de côté, ça n'a jamais été très fort. Voilà. Mais pendant longtemps, c'est Berlinguer qui est vraiment la figure de proue, et Pasolini a plutôt de la sympathie pour Berlinguer, mais de la même manière qu'il a de la sympathie pour quelqu'un qui est de la gauche, de la démocratie chrétienne, qui s'appelle Aldo Moro. Voilà, alors il faut savoir qu'en Italie, ça c'est important, il n'y a pas de contradiction dans les termes pour beaucoup de communistes d'être aussi chrétiens, quoi. Parce que, bon, on considère qu'on peut vouloir améliorer la société, avoir un désir de justice, et puis en même temps se préoccuper de la transcendance ou considérer qu'il y a des valeurs dans les évangiles, dans le message du Christ, dans cette humanité. Et alors, ces deux personnages, Aldo Moro et Berlinguer, essaient de faire le fameux rapprochement historique, quoi. Ça va durer que en 76-79 où il n'y aura jamais aucun ministre communiste, mais les députés communistes vont voter, donc après la mort de Pasolini, mais et avant la mort de Moro, vont voter, et un peu après, vont voter les lois que proposent les ministres démocrates chrétiens et socialistes, parce que cette fois les socialistes sont entrés totalement, ont changé de bord et sont entrés dans le compromis. Donc ça avec la c'est démocratie chrétienne. le point central, hein, selon, je ne sais plus quel auteur, parce qu'on a lu pas mal de choses sur la loge P2, mais c'est vraiment le point central de l'action de la loge P2, c'est-à-dire c'est vraiment diviser pour régner. Cette fusion que voulaient faire Berlinguer et Aldo Moro des forces, eh bien, la CIA l'a refusé, la loge P2 l'a refusé, la mafia l'a refusé, le Parti communiste, enfin l'URSS le refusait, le Vatican le refusait, parce que ces autorités-là, évidemment, ne se préoccupent pas du bien des peuples,